Ce dimanche, nous revenons sur le TAC, le traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, tenu à Yamoussoukro du 23 au 28 juillet dernier. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, un focus sur les questions d'actualité. Présentation, Paul Philippe. Bonjour mesdames et messieurs, le traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'est tenu à Yamoussoukro, notre capitale politique. Au terme de cette 7e session, il a été décidé d'instituer le Forum économique ivoiro-burkinabé qui doit se tenir désormais tous les ans à chaque session du TAC. Déjà à Yamoussoukro, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés ont rehaussé de leur présence la tenue du premier Forum économique ivoiro-burkinabé en marge de ce TAC 7. Comment comprendre la tenue de ce forum? Pourquoi l'instituer désormais? Quel en est l'intérêt? C'est pour répondre à toutes ces préoccupations que nous avons invité ce dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, représenté par M. Germain Yao, directeur des études et de l'information économique. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelques centres d'intérêt de cette rencontre d'échange. Nous allons présenter la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans un premier temps. Nous parlerons de ce premier forum économique ivoiro-burkinabé, le forum économique en relation avec le TAC, le point des échanges commerciaux entre les deux pays, et puis on vous permettra de dégager quelques perspectives. Alors tout de suite, pour commencer, pour qu'on soit bien d'accord, comment l'Ivoirien moyen doit comprendre, ou l'Ivoirien tout court doit comprendre l'existence de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est quoi une chambre et comment peut-on présenter la nôtre, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire? Alors, merci. Je voudrais avant toute chose vous remercier d'avoir associé la Chambre de commerce à cette émission qui est d'un grand intérêt, à la fois pour le sujet qu'il traite, mais aussi pour l'occasion qu'elle donne à la Chambre de commerce de se faire connaître. Je voudrais prendre juste quelques temps parce que je suis conscient que la Chambre de commerce n'est pas particulièrement connue par l'Ivoirien commun. Il faut dire que la Chambre de commerce est un établissement jouissant de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Elle est gérée par 102 chefs d'entreprise élus par leur pairs selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et la localisation géographique. Il faut dire que la Chambre de commerce existe depuis 1908. Il y avait d'abord une Chambre de commerce, tout seulement de commerce, depuis 1908. Ensuite, il a été créé au début des années 60 une Chambre d'industrie. Et sous sa forme actuelle, il y a eu une fusion en 1992 entre la Chambre de commerce et la Chambre d'industrie pour donner donc la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a donc 4 missions. La première mission est une mission de représentation. C'est-à-dire que la Chambre de commerce joue un rôle intermédiaire entre l'État et le secteur privé. Nous représentons donc l'intérêt du secteur privé auprès de l'État, consistant donc à faire des avis consultatifs, à attirer l'attention de l'État sur certains dysfonctionnements au niveau économique, mais également nous servons de porte-parole de l'État auprès du secteur privé en leur expliquant les choix stratégiques qui ont été faite par l'État de Côte d'Ivoire en matière économique. C'est le cas par exemple aujourd'hui du PND qui est le plan national de développement et qui est vraiment le cadre de toute action de développement en Côte d'Ivoire. La deuxième mission est une mission d'appui aux entreprises. Nous offrons des services pratiques pour aider au développement et à l'amélioration de la performance des entreprises au plan local comme au plan international. La troisième mission est une mission de formation. Nous formons des hommes et des femmes au métier du commerce et de l'industrie. Et pour preuve, nous avons une école de formation initiale qui existe depuis 1933, qui prouve que depuis les colonisations, le colonisateur a déjà compris qu'il était important de former des hommes et des femmes au métier du commerce. Aujourd'hui, nous continuons cette formation à la fois au niveau initial, mais aussi nous avons un service de formation continue qui nous amène à envoyer les entreprises partout au monde, là où il se trouve la technicité,
pour former les hommes et les femmes au métier du commerce, au métier de l'industrie, au métier de certains services. Et quatrième et dernière mission, c'est une mission de création et de gestion d'équipements. Au travers de cette mission-là, nous gérons des infrastructures d'intérêt collectif. Et la raison principale est que il existe certaines infrastructures dont la gestion par le privé, que je pourrais dire plus réduit, reviendrait à des services, des prestations qui sont chères. Et nous sommes rendons un service public. Disons, nous n'essayons pas de créer des dividendes pour distribuer à des actionnaires. Et donc, nous prestons des services qui sont à des coûts relativement modérés. Et donc, nous gérons un peu ces infrastructures-là. Et de façon concrète, nous sommes certificateurs de poids, donc du café, du cacao, du coton, de l'anacade qui sort du Côte d'Ivoire. Et nous gérons également le programme national de sécurisation des factures. C'est ce que je peux dire globalement. Alors, en termes de fonctionnement concret, il y a une assemblée des élus. Pour l'instant, il y a 99 élus. Et ces élus se sont rassemblés pour élire un binôme président et premier vice-président. Et le premier président actuel est M. Touré Fama. Et le premier vice-président est Dr Parfait Kwasi. C'est 99. Les autres élus sont organisés. Il y a un bureau de 16 membres. Ensuite, les autres élus qui ne sont pas membres du bureau appartiennent à des commissions de travail. Il y en a 8. Et tout cela est soutenu par une équipe de permanents sous l'autorité d'un secrétaire général. Et il y a environ 356 agents donc, qui travaillent à la Chambre de commerce. C'est ce que je peux dire globalement. On pourrait en dire plus. Sur la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et vous êtes justement directeur des études et de l'information économique. Oui. Comment comprendre cette fonction? Alors, ma fonction est double. D'abord, la Chambre, comme je l'ai dit tantôt, émet des avis. L'État de Côte d'Ivoire, lorsque par exemple, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur l'année fiscale, disons pour dire simplement le budget 2019, et à ces occasions-là, l'État de Côte d'Ivoire pose la question à la Chambre de commerce pour avoir son avis sur certains impôts, sur certaines orientations de l'économie. Et donc, il faut que la Chambre elle-même, je veux dire les responsables, soient très bien informés afin de pouvoir prendre une décision. Mon rôle, donc, est de les aider à comprendre l'économie, à l'analyser et à pouvoir faire des propositions à l'État. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, mon rôle, c'est de disposer de l'information économique à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour l'État de Côte d'Ivoire et également pour tous les opérateurs économiques qui ont besoin d'informations pour prendre des décisions stratégiques. C'est ce que je fais principalement. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la confiance du président Fama Touré qui m'a donc envoyé au TAC parce que dans le TAC, il faut comprendre qu'il y a plusieurs activités. Cette année, il y en a eu 4, on reviendra peut-être dessus. Il y a ce qu'on appelle les travaux des experts. Et moi, j'étais parmi les experts ivoiriens pour le compte du commerce. On va y aller. On a écouté les missions de la Chambre de commerce et d'industrie. Et cette mission sont assez, j'allais dire, assez importantes, oui, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment se fait que la Chambre elle-même n'est pas très bien connue? Au quotidien, par exemple, l'Ivoirien ne sait pas ce que vous faites. Oui, alors je crois qu'il faut peut-être relativiser un tout petit peu, parce que quand vous venez au plateau, par exemple, que vous dites à quelqu'un, je vais à la Chambre de commerce, tous les Tasmaniens connaissent toujours. Et à l'endroit où on risque de vous envoyer, c'est l'école. Voilà, c'est l'école qu'on connaît. Voilà, on connaît très bien l'école. Alors, il y a l'école de commerce et d'industrie, il y a la Chambre de commerce et d'industrie. Effectivement. Qui sont deux structures différentes. Différentes, oui. C'est-à-dire que l'école est l'école de la Chambre de commerce et d'industrie, mais l'école n'est pas la Chambre de commerce et d'industrie. Et effectivement, nous-mêmes, nous avons fait le constat que nous n'étions pas très, très bien connus, alors que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les opérateurs économiques. Et je crois qu'en partie, je pense qu'il y a l'informalisation trop grande de notre économie qui y est pour beaucoup. Dans les discussions, tout à l'heure, je reviens un peu là-dessus. Voilà, dans les milieux d'entreprises formelles, la Chambre de commerce est très très bien connue. Parce que nous travaillons pour l'entreprise, nous travaillons aussi pour ceux qui ont des idées d'entreprise. Donc pour les concernés. Pour les concernés, voilà. Les concernés nous connaissent très très bien, mais la population ordinaire, malheureusement, très souvent ne nous connaît pas. Mais aujourd'hui, il y a un programme spécifique qui consiste à communiquer davantage pour que la Chambre soit connue. Et aujourd'hui, nous avons des programmes que nous mettons en œuvre dans ce sens-là. Pas seulement pour nous faire connaître, mais pour dire surtout à la population et aux jeunes que nous avons des services pour eux et nous avons des propositions en matière d'emploi, en matière de création d'entreprises, en matière d'appui à des entreprises existantes et ainsi de suite.
Alors, on va arriver maintenant au TAC, au traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Bien entendu, le forum économique ivoiro-burkinabé est inclus dans ce TAC-là. Oui, il a eu lieu en marge du TAC. En marge du TAC, n'est-ce pas? Que vous explique un peu cet instrument, le TAC lui-même d'abord? Alors, le TAC lui-même est un instrument très important. Moi, je parle là en tant qu'expert. Oui, en tant qu'expert et représentant surtout d'une structure qui travaille pour le secteur privé. L'une des choses que le secteur privé veut, c'est la planification. La planification permet au secteur privé de comprendre quelles sont les priorités du gouvernement, où est-ce que le gouvernement veut aller. Et ça permet donc au secteur privé de se déterminer par rapport à ces orientations que le gouvernement donne. Et dans ce cadre-là, une rencontre avec un pays voisin, avec qui nous avons des relations aussi importantes, est très très utile pour le secteur privé parce que ça nous permet de bien comprendre les opportunités qui existent, qu'est-ce que l'État veut faire avec ce pays-là et de profiter en même temps pour planifier le développement. Parce que le TAC, c'est rien d'autre que d'essayer de planifier notre développement ensemble avec le Burkina. On essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire qui est d'intérêt pour nous deux et on le fait ensemble. Et ça, le secteur privé apprécie parce que ça génère beaucoup d'opportunités, ça permet de clarifier les positions des États, ainsi de suite, et le secteur privé sait s'y insérer. Et donc pour nous, c'est vraiment un instrument extrêmement puissant, mais également quand on regarde dans le monde entier, c'est des pratiques qui sont très courantes. En général, le président des États-Unis visite le premier pays qui visite toujours est l'un de ses voisins. C'est jamais un pays qui est très, très loin, c'est l'un de ses voisins, toujours. Et il y a beaucoup d'exemples pareils quand on prend la France et l'Allemagne, quand on prend d'autres puissances, c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est vraiment quelque chose totalement à encourager. Et de tous nos voisins, des pays avec lesquels nous avons des relations, je pense que le Burkina est l'un avec qui nous avons des relations beaucoup plus poussées. Et donc, il est important que nous essayons de structurer ces relations-là. Et donc, le TAC est vraiment le bienvenu. L'histoire de l'UE nous enseigne que c'est comme ça qu'on part au départ. Effectivement, lui a commencé, je crois, avec la France et l'Allemagne, et puis ensuite les autres se sont ajoutés. Voilà. Et nous avons déjà quelque chose qui peut représenter l'UE, que ce soit l'UEMOA comme la CEDEAO, mais par contre, on est conscient que les relations dans ces organisations-là ne sont pas aussi poussées qu'on l'aurait souhaité. Et donc, c'est que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont en train de faire pourrait servir d'exemple pour vraiment intégrer toute la sous-région. Alors, vous l'avez dit, vous êtes expert pour les travaux de préparation. Oui. Pour préparer quand même les travaux des experts, oui, parce qu'il y a des dossiers qui sont soumis au ministre, voilà. Et les experts des deux côtés doivent y travailler avant que cela n'arrive au ministre. Et moi, j'étais parmi ces travaux. Alors comment vous travaillez? C'est-à-dire tout ce que vous préparez comme dossier peut jeter? Non, en général, les dossiers arrivent devant les ministres quand les deux experts sont d'accord. Voilà, quand les deux experts du côté burkinabé comme ivoirien sont d'accord, alors le dossier arrive devant le ministre. Moi-même, j'ai travaillé fortement sur le dossier de l'accord de siège de la Chambre de commerce du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso voudrait avoir un siège, une représentation à Abidjan avec des avantages importants. Et nous avons eu à discuter, donc l'expert burkinabé et moi-même du côté ivoirien sur la question, en relevant les insuffisances, en relevant les faiblesses, en relevant les précautions à prendre, ainsi de suite. Et je me rappelle que nous avons discuté au moins pendant 2 TAC avant que nous entendions totalement et que finalement cet accord du siège-là soit signé et mis en œuvre aujourd'hui. Donc c'est ainsi qu'on travaille, c'est secteur par secteur. Et lorsque les experts sont d'accord, alors le dossier avance devant les ministres. En général, il y a toutes les chances que le dossier passe lorsque les experts sont d'accord. Alors, ce TAC 7 a-t-il répondu à vos attentes? Oui, largement. Comme nous l'avons dit, alors là, je veux dire, c'est des dossiers, vous avez appris certainement un certain nombre d'accords qui ont été signés. Et donc, non, chaque fois que nous nous rencontrons, il y a forcément quelque chose de positif qui sort, toujours. Parce que même quand un dossier n'est pas allé jusqu'à son terme, jusqu'à avoir une signature, mais quand même on en a discuté. On a relevé les difficultés qui persistent et on a pris des décisions. Et les travaux des experts se concluent toujours par des diligences, c'est-à-dire des choses à faire, voilà, en attendant le prochain TAC. Et donc, chaque fois qu'on discute d'un sujet, forcément on avance. Dans les résolutions, il n'y a que les deux se sont
montré et très enthousiaste quant à l'évolution des infrastructures au niveau du chemin de fer comme au niveau routier. Oui, effectivement, parce que je rappelle, je dis un exemple partant, c'est l'autoroute. Aujourd'hui, l'autoroute qui est en train d'être construite en Côte d'Ivoire, qui est pour l'instant à Yamoussoukro, et le tronçon Yamoussoukro-Tibissou est en construction, est considéré comme une autoroute qui doit relier Abidjan à Ouagadougou. Donc chaque fois que nous avançons, même de 10 km, même d'1 kilomètre, c'est une évolution sur ce chemin-là, de cet objectif-là, de pouvoir relier les deux capitales par une route qui soit vraiment appréciable, qui soit de qualité. Voilà. Et donc, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'évolution de ce point de vue. Et c'est tout à fait raisonnablement que les deux parties se sont montrées très, très enthousiastes. Parce qu'en matière, quand on parle d'infrastructure, il n'y a pas que les routes. Il y a les routes, il y a le chemin de fer dont vous avez parlé, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a l'utilisation, les commodités pour l'utilisation de nos deux ports pour que les autres en profitent. Et sur ces plans-là, nous avons beaucoup avancé. Donc c'est tout à fait raisonnable qu'ils sont heureux. En tant qu'observateur économique, quel intérêt la Côte d'Ivoire a à coopérer avec le Burkina Faso? Alors, comme je l'ai dit, surtout nous en tant que représentants et travaillant pour le secteur privé, le TAC se conclut toujours par de grands projets d'envergure. Je viens de parler tout à l'heure de l'autoroute, mais il y a de grands projets qui sortent où les chefs d'État décident de mettre en œuvre. Et donc, dès qu'il y a un grand projet, il y a des opportunités parce qu'il y a des marchés qu'il faut passer, soit en termes de marchés directs, mais aussi la sous-traitance et bien des choses qui tournent autour. Et c'est des choses qui tournent autour de plusieurs centaines de milliards. Voilà. Et donc, pour le secteur privé, c'est des opportunités vraiment importantes. Et être associé, parce que les États, cela dit, n'étaient pas obligés d'associer le secteur privé. Mais les deux États ont compris que le secteur privé est le créateur de la richesse. Et donc, dans toutes les planifications, du côté burkina, donc du côté ivoirien, ils associent le secteur privé. Donc, nous étions heureux d'être là et de savoir que voici les grands projets qui vont venir, voici les grandes opportunités qui vont venir très bientôt, et surtout de donner notre avis. Nous avons eu, par exemple, à dire que les conditions doivent être créées pour que le secteur privé des deux pays puisse profiter des marchés qui sont lancés à l'occasion des travaux qui sont des projets qui sont donc retenus entre les deux pays. Donc ça pour nous c'est extrêmement important. Et c'est ce qui explique la naissance ou la création de ce premier forum économique. Oui, en partie, oui, en très grande partie. C'est-à-dire que le forum économique a été recommandé par le TAC 6. C'est-à-dire à l'issue du TAC 6, les deux parties se sont entendues pour dire lors du prochain TAC 7, il faudrait que nous organisons en marge un forum économique. Et donc c'est comme ça que ce forum-là a été organisé. Et nous sommes dit, après tout, nous cherchons le bien-être de nos deux populations, burkinabé et ivoirienne. Mais en réalité, le bien-être de la population se fait au prix de création de richesses pour améliorer le bien-être. Et la création de richesses est faite par le secteur privé. Donc ils se sont dit, ne nous bornons pas seulement à planifier et à régler les questions purement politiques, stratégiques et autres, mais allons dans le concret en demandant à nos deux secteurs privés de se rencontrer et de faire des affaires ensemble. Et je crois que c'est un peu comme ça que le forum a été donc initié et c'est vraiment une très très bonne idée. Alors on nous parle de la présence de environ 300 entreprises à Yamoussoukro pendant ce forum, est-ce exact? Oui, exactement. Alors si je dois vous donner les chiffres exacts concernant la participation au forum, nous l'avons initialement planifié pour 200 participants. Après, l'engouement était tel que nous sommes rendus compte qu'il fallait accroître les capacités. Donc nous sommes passés à 300 participants. Et les participants sont à la fois du secteur privé, mais aussi du secteur public. Parce que l'idée derrière, c'est que le secteur public, lors de ce forum-là, vienne expliquer ses orientations stratégiques, mais aussi derrière que le secteur privé puisse se rencontrer au travers des rencontres qu'on appelle B2B, business to business, et bien d'autres choses que nous avons faites à côté. Et quand nous avons mobilisé du côté ivoirien, il y avait 116 entreprises qui se sont inscrites officiellement. Et du côté burkinabé, il y avait 83 entreprises. Donc nous étions déjà à peu près 200 entreprises privées pures et dures, je vais dire. Mais à côté,
il y avait tous les officiels. Le Premier ministre était là avec la plupart des membres de son gouvernement. Du côté burkinabé, c'était identique. Et il y avait de hauts responsables de l'administration qui complétaient cet effectif-là. Donc la salle de 300 places que nous avons prévue était entièrement pleine. Il y avait même des gens dehors. Et donc c'est dans ces conditions-là que nous avons organisé ce forum-là, qui a connu vraiment un grand succès. On retient quoi exactement de ce premier forum? Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'énormes potentialités d'abord à saisir de part et d'autre, du côté ivoirien comme du côté burkinabé, au travers des grands projets que l'État compte mettre, les États, disons, comptent mettre en œuvre. Ensuite, il y a des marchés qui jusqu'à présent échappaient aux entreprises ivoiriennes. On a parlé de construction de routes et autres, mais bien souvent, ces travaux ont été faits par des entreprises non ivoiriennes, non burkinabées. Et donc, le secteur privé essaie de pouvoir profiter de ces opportunités-là. Et un forum consiste à se parler. Il y a des opportunités pour des Ivoiriens à travailler avec des entreprises burkinabées, il y a des opportunités pour des entreprises burkinabées à travailler avec des entreprises ivoiriennes. Et essentiellement, les relations entre entreprises sont de trois autres. Soit je suis son fournisseur, donc je lui fournis des biens et services pour lui, son fonctionnement, soit il est mon client, c'est-à-dire que je lui vends mes produits. Et la troisième chose, soit nous nous mettons ensemble pour créer des biens et des services, nous mettons ensemble pour créer une entreprise. Donc le forum économique essaie de servir de cadre, de catalyseur pour encourager la relation entre les entreprises dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut se voir pour se rendre compte que voici ce qu'une entreprise burkinabé va importer très loin dans un pays très loin, très cher, très difficilement, alors qu'il y a une entreprise ivoirienne capable de fournir ce bien-là. Et donc le forum permet de découvrir ce genre de choses. Et donc désormais, l'entreprise ivoirienne au burkinabé n'ira pas si loin pour se faire fournir très cher et difficilement avec beaucoup d'autres contraintes, mais viendra en Côte d'Ivoire se faire fournir. Et ça, lors des rencontres, nous avons découvert beaucoup de choses pareilles que nous pouvons faire ensemble. Il y a de gros projets qui sont lancés et la raison principale pour laquelle ni les entreprises ivoiriennes ni burkinabé ne réussissent à les saisir, par exemple pour faire 100 km d'autoroute, en général l'entreprise doit avoir un support financier important, une technicité importante et ainsi de suite. Que souvent, les entreprises pris individuellement ne l'ont pas. Mais si les entreprises font des consortiums, si les entreprises se mettent ensemble, en général, elles réussissent. Tu invites à se mettre ensemble? Bien sûr, bien sûr. Donc, on a invité les entreprises à se mettre ensemble pour postuler. Parce que ces choses-là, pour une question de transparence, c'est au travers du marché public. On a appel d'offres qui sont faites et il faut compétir avec le monde entier. La Côte d'Ivoire dit, je vais faire un barrage hydroélectrique. On lance l'appel d'offres pour dire, nous voulons faire un barrage hydroélectrique. Cherchons une entreprise. Et c'est tout le monde entier qui compétit. Et si une entreprise ivoirienne se présente seule, en général, elle aura moins de chances. Mais si elle se met avec d'autres entreprises, à la fois ivoiriennes, burkinabé et autres, forcément, ils seront forts. Ils auront la subvention financière qu'il faut, ils auront la technicité qu'il faut, ils auront l'expérience qu'il faut, ils auront les hommes qu'il faut. Et donc, on se donne beaucoup plus de chances de pouvoir remporter ces marchés-là. Et le forum avait pour but, entre autres, de permettre ces genres de relations entre les entreprises. Alors, Adama Bakayoko nous a rejoint. Adama, bonjour. Bonjour Paul-Philippe. On est toujours dans le forum ivoiro-économique, ivoiro-burkinabé, forum économique ivoiro-burkinabé, en parlant de ces secteurs privés qui ont retrouvé leur dynamisme à travers un peu cette rencontre de Yamoussoukro. Oui. Est-ce que ce dynamisme-là doit perdurer? Mais comment? Quelles sont les activités que vous devez mener en dehors des TAC? Oui, il faut dire que les deux secteurs privés n'ont pas attendu le TAC avant de collaborer. Nous collaborons avant le TAC et je pense que nous collaborerons après le TAC, sauf que le TAC va accélérer cette collaboration. Du fait que nous sommes dans la même sous-région, je dis que ce soit au niveau de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ces deux structures, et puis nous sommes tous francophones, parlant du Burkina et de la Côte d'Ivoire, cela nous a mis déjà dans certaines structures communes. Il y a une chambre de commerce et d'industrie régionale, donc pour l'ensemble de l'UEMOA. Il y a une chambre de commerce également pour l'ensemble de la CEDEAO. Il y a une organisation qui s'appelle la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPC-CAF. Il y a un dispositif douanier qui s'appelle le TRIE, le transit routier inter-État, qui permet aux pays qui n'ont pas de façade maritime d'utiliser les ports des pays qui en ont
pour leurs échanges extérieurs. Donc déjà avant le TAC, nous étions, nous, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Chambre de commerce du Burkina, dans ces organisations que je viens de citer. Et en plus, nous n'avons pas attendu le TAC, les deux chambres avaient déjà une convention. Et lors du TAC, nous avons signé une deuxième convention sur une activité spécifique. Donc il y a une rencontre d'affaires qui s'appelle Africalia, qui a lieu chaque 2 ans au Burkina Faso, mais pour la première fois va être délocalisée à Abidjan en 2019. Donc voici des choses que nous avons faites ensemble et que aujourd'hui, avec le TAC, nous allons les approfondir. Les approfondir parce que le TAC permet à l'État de s'impliquer. En s'impliquant, nous, ce que nous attendons, et je pense que ça va venir, c'est de pouvoir soutenir, subventionner un tout petit peu le secteur privé. Pas tellement pour donner de l'argent pour que les gens se mettent dans la poche, mais quand vous allez à des salons tels que Bâtiment, qui est un salon du bâtiment à Paris, des pays comme le Maroc soutiennent le secteur privé, c'est-à-dire ils payent le stand. L'État marocain paye le stand pour les entreprises marocaines qui viennent. Nous, c'est des choses comme ça que nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire. Qu'il y a un salon international sur le tourisme, un salon sur le bâtiment, un salon sur l'agriculture, que l'État puisse soutenir des entreprises ivoiriennes. Parce que si on laisse une petite PME, elle n'est pas sûre de pouvoir payer son billet d'avion, son séjour, voilà. Donc si l'État au moins paye le stand, on lui dit, bon, votre contribution sera donc de payer votre billet et de venir. Beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément une grande surface financière pourraient y participer. Et notre perspective, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le président Fama, il travaille, il discute, que ce soit également son collègue président de la CGC, M. Jean-Marie Aka, il travaille tous sur ces questions-là pour que l'État puisse vraiment soutenir le secteur privé à faire ce genre de choses. Adamo ? Ah oui, pour faire bien sûr les investissements, il faut un environnement propice. Et on le sait récemment, le ministre burkinabé de l'Industrie a rencontré ses compatriotes ici en Côte d'Ivoire, rencontre au cours de laquelle il a révélé que le Burkina était le 4e pays investisseur en investissement direct en Côte d'Ivoire après la France, le Maroc et le Liban. Ça veut dire que les entreprises burkinabées investissent déjà. Est-ce que le sens contraire est aussi le cas? Est-ce que les Ivoiriens investissent au Burkina Faso? Les Ivoiriens investissent au Burkina Faso, mais pas dans les mêmes proportions que le Burkina. Et ils investissent plus chez nous que nous n'investissons chez eux. Mais par contre... Dans quel domaine précisément? Alors, les Burkinabés, dans les deux sens, alors, les Burkinabés investissent ici pour ce que j'ai eu à savoir, c'est qu'ils sont dans l'agro-industrie, voilà, ils sont dans les logements. Par exemple, il y a des programmes de logements sociaux et ils y sont. Et ils sont dans le commerce. Ils sont surtout dans le commerce. Bon, l'activité commerciale est un peu plus simple à mettre en œuvre. Ils sont dans l'agriculture. Ils sont dans l'élevage. Voilà. Et dans le sens contraire, il y a des entreprises ivoiriennes qui opèrent au Burkina, mais c'est beaucoup plus en termes de vente de services et de produits. Beaucoup plus. On parle de restauration. Oui, les Ivoiriens sont dans la restauration au Burkina. Alors, je dois vous dire que lorsqu'on essaie d'analyser nos échanges, c'est d'ailleurs ce que nous déplorons, nos échanges sont un peu trop informels. Et en général, l'informel, son défaut est de ne pas être très très bien connu. Voilà. Donc souvent, lorsque nous allons regarder les chiffres officiels que nous pouvons avoir auprès de la centrale des bilans, auprès des structures officielles de l'État de Côte d'Ivoire, il y a des secteurs extrêmement importants dans lesquels les Burkinabés sont qui n'apparaîtront pas. Par exemple, si on regarde qu'est-ce qu'on importe le plus du Burkina, vous allez voir que on va vous dire c'est de l'oignon, c'est ceci, ainsi de suite. Pourtant, nous tous nous savons que c'est le bétail. Mais le bétail est très informel. Donc c'est pas très souvent des entreprises bien connues de l'État de Côte d'Ivoire qui le font. Et donc quand vous regardez les chiffres officiels, très très souvent ça n'apparaît pas. Ça c'est ce que nous déplorons. Voilà. Mais les entreprises burkinabées sont très très présentes. Moi j'en ai dénombré 296 entreprises dans la centrale des bilans qui ont une participation burkinabé. Et sur les 296, j'ai 177 qui sont détenus à plus de 90% par des ressortissants burkinabés. Et ça, je sais que c'est sous-estimé parce que vous savez que des fois, il y a des entreprises qui sont détenues par d'autres entreprises, ainsi de suite. Donc les burkinabés sont très très présents chez nous. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le sens contraire, on n'est pas trop présent? Est-ce que c'est les conditions, c'est le milieu des affaires qui n'est pas propice? Non, ce n'est pas le milieu des affaires, ce sont les opportunités. Parce que naturellement, le niveau de développement des deux pays est très très différencié. C'est-à-dire nous avons énormément d'opportunités
plus d'opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Donc naturellement, c'est tout naturel qu'ils viennent plus chez nous que nous allons chez eux. Mais ce n'est pas les conditions. Les conditions, je crois que l'UEMOA et certaines organisations permettent de pouvoir exercer, pour un Ivoirien qui vient exercer au Burkina, de le faire sans difficulté majeure. Nous sommes conscients qu'il y a quelques tracasseries, mais c'est pas ça qui justifie que les Ivoiriens sont moins présents. C'est plutôt les opportunités d'affaires. Parce que la prospérité en Côte d'Ivoire naturellement un peu plus, et donc naturellement, ils viennent un peu plus chez nous que nous allons chez eux. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'avec ce genre de forum économique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, en marge du TAC, ce genre d'activité peut bien sûr amener des collaborations, pourquoi pas, entre entreprises ivoiriennes et burkinabées pour investir, parce que besoin d'investissement direct. Oui, bien sûr. Bien sûr, ces genres d'activités vont élargir. Justement, c'est le but de ces activités du forum. C'est de permettre aux entreprises des deux États de s'impliquer dans le développement et dans l'investissement de l'État partenaire. Voilà. Et il est prouvé que les Burkinabés le font suffisamment chez nous. Mais aujourd'hui, avec le TAC, parce que l'avantage majeur de ce forum-là, c'est de montrer à chacun les opportunités qui existent chez l'autre. Voilà. Et dès que vous aurez les opportunités, naturellement, les entreprises iront sûrement, très sûrement. Okay. Surtout que le prochain forum aura lieu au Burkina. À Ouagadougou, en 2019. En 2019, oui, okay. Exactement. Alors, on le sait, le Burkina est surtout lié à la Côte d'Ivoire à cause de son port. Le Burkina peut faire aussi le choix d'autres ports, et on sait que c'est un point important dans les relations Côte d'Ivoire-Burkina. Est-ce que cela est ressorti lors de ce forum-là? Oui. Pratiquement, pendant la réunion des experts à laquelle moi j'ai participé, la question du port, en tout cas dans la commission où moi j'étais, a été évoquée. Ce qui était un peu reproché au Burkina, c'était de se détourner un peu trop du port d'Abidjan au profit d'autres ports que je ne vais pas citer. Voilà. Et donc nous avons dit, si nous sommes partenaires, si nous sommes amis, si nous sommes vraiment amis, il faudrait que vous essayiez de revenir au port d'Abidjan. Donc la question a été évoquée et naturellement eux en retour disent bon, mais si nous venons, essayez de nous offrir des conditions qui nous encouragent à venir, qui nous simplifient la tâche. Voilà, en termes d'infrastructure, parce que bon, quand ils viennent, il faut qu'ils puissent parquer quelque part. Voilà, il faut qu'ils puissent circuler, il ne faut pas qu'il y ait trop de tracasseries, il faut pouvoir arranger les routes, en construire de nouveau, ainsi de suite. Donc, on a discuté de ces questions-là. C'est des choses qui peuvent très, très vite se rattraper, hein, surtout avec le prochain. Oui, bien sûr. Oui, non, bien sûr. J'ai dit même avant le TAC, puisqu'aujourd'hui, l'État ivoirien a de grands projets. À la fois, on a parlé de l'autoroute, donc il va être prolongé. Aujourd'hui, le tronçon Yamoussoukro-Tibissou est en train d'être construit. Et le projet, c'est d'aller jusqu'à la frontière ivoirienne, qui fera que, bon, naturellement, le déplacement va être très aisé. Au niveau du port également, il y a des efforts qui sont faits à la fois pour améliorer les services, mais aussi les infrastructures, ainsi de suite. Donc oui, il y a des efforts. Il y a des efforts très, très importants. L'autre alternative serait peut-être le port sec. Tu as annoncé à Fekese-Dougou qui pourrait être une sorte de plateforme pour aider les pays de l'Interland à faire évacuer plus facilement leurs produits. Oui, effectivement. Cette question aussi a été évoquée. Il y a des travaux vraiment qui sont en cours pour que effectivement il y ait un port sec à faire qui simplifierait la tâche à la fois au Burkinabé mais aussi aux Maliens. Voilà, donc il ferait qu'ils viendraient chercher les marchandises avec une distance beaucoup plus réduite, et le tronçon Abidjan fait qu'il doit être fait par les rails, et donc voilà, plus rapidement, plus facilement, en endommageant moins nos routes aussi. Okay. Alors, revenons maintenant sur ce forum économique entre entreprises burkinabées et entreprises ivoiriennes. On le sait pour l'État qu'il y a un comité de suivi. Oui. Vous avez pris certainement des décisions, vous avez noué des relations dans des rapports B2B. Est-ce qu'il y a un comité de suivi pour accompagner toutes ces actions-là avant le prochain TAC en 2019 à Ouagadougou? Oui, en fait, il faut reconnaître que les forums économiques ne fonctionnent pas tout à fait comme toute autre rencontre. Parce que alors d'abord, je vous dis que le suivi est assuré par les deux chambres de commerce. Du côté Côte d'Ivoire, c'est la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Du côté Burkina, c'est la chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Et nous allons faire un bilan. Mais le bilan ne peut pas relever un certain nombre d'informations que les hommes d'affaires gardent confidentielles. C'est-à-dire, le bilan nous permet de savoir deux choses de façon qualitative. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez réussi à obtenir les rendez-vous qu'il faut? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous reviendrez?
vous avez rencontré combien de personnes, ainsi de suite. Ça, le bilan nous permet de faire ça. Mais par contre, il ne vous dira pas que j'ai noué un contact avec une telle personne à qui je vais vendre du riz. Il ne vous dira pas ça. Ou qu'on m'a passé une commande de telle quantité, ou que bon, j'ai trouvé un fournisseur qui va faire ceci. Il ne dira pas, pour des questions stratégiques. Ça, c'est un. De deux, en matière économique, les choses ne se dénouent pas du jour au lendemain. L'extraordinaire, c'est que lors d'un B2B, séance tenante, on signe un contrat ou bien une commande. Ça, vraiment, c'est l'extraordinaire. Mais en temps normal, après le forum, il y a des discussions qui se poursuivent. Voilà, donc le forum apparaît comme une étincelle qui s'allume entre les deux hommes d'affaires qui disent « Ah, vous pouvez me fournir ceci ?» Il dit « Oui. » Et puis maintenant, après le forum, ils restent en contact, ils négocient. Et des fois, même la concrétisation du contrat peut venir plusieurs mois après, sinon plusieurs années après. Mais n'empêche que le contact a commencé au TAC. Oui. Et donc le TAC aura servi à quelque chose. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a tel milliard de commandes qui ont été faites, ainsi de suite, parce qu'ils ne nous diront pas. Et puis en plus, les commandes viendront certainement après. En tout cas, on espère que les volumes vont grossir en 2019, oui, le TAC 2019. Non, forcément les volumes vont grossir pour plusieurs raisons. Parce que nous-mêmes, nous avons observé que même avant ce forum économique, les relations commerciales sont sur une tendance croissante. Voilà, d'année en année, nous échangeons un peu plus, même avant le TAC. Maintenant, le TAC est venu y entrer pour créer un cadre qui permet aux deux secteurs privés de collaborer dans des meilleures conditions, avec des aides et tout. Donc, forcément, les volumes vont augmenter. Les 320 milliards vont augmenter. Vont augmenter forcément, parce que... on n'a pas encore les réalités de 2018, mais on dit que 2017, c'était 320 milliards. Oui, d'échanges entre les pays, oui. Mais ça va augmenter forcément. Parce qu'il y a des facteurs tout à fait naturels. Je vous dis que le Burkina nous fournit, par exemple, en général, des produits de bétail. Et ces produits de bétail, c'est de la nourriture. Donc, en général, ça suit l'évolution de la population. Je dis, plus on devient nombreux, plus on demandera plus de viande de bœuf venant du Burkina et ainsi de suite. Donc, forcément, sur cette dynamisme-là, on aura forcément une croissance. Maintenant, les deux États sont en train de faire des efforts pour travailler ensemble. Donc, forcément, nous avons plus collaboré. J'ai cité tout à l'heure le cas du port, où nous sommes en train de dire à nos amis burkinabés, ne passez pas par le Ghana, passez par nous. S'ils suivent et qu'ils passent par nous, ben forcément, nos échanges vont prendre du volume. Ça, le Burkina, jusqu'à un passé récent, privilégiait les ports de Lomé et d'Accra. Oui, je crois que bon, ça a eu une histoire. Parce qu'il y avait eu la période de crise. Alors, quand il y a la crise, et ça je le dis pour que les Ivoiriens le comprennent très bien, que la façon dont les crises nuisent considérablement à l'économie. Dès qu'il y a une crise, il y a une réaction normale de contrôler un peu plus. Et donc, celui qui doit traverser les 600 km de la frontière nord du Burkina jusqu'à Abidjan, forcément, sera plus contrôlé, puisqu'il y a le problème sécuritaire qui est plus... Objectivement, il n'y a plus de problème sécuritaire, donc on contrôlera un peu plus. Voilà. Et dès qu'on contrôle un peu plus, bon, ça fatigue, ça perd plus de temps, et ainsi de suite. Donc, bon, lui, il préfère passer là-bas, dans un autre pays où il n'y a pas de crise, où il sera moins contrôlé. Voilà. Et donc, il y a eu cette situation-là depuis 2002, et qui, bon, malheureusement, n'est pas totalement réglé, mais des efforts importants ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter la tâche à nos frères burkinabés pour qu'ils échangent avec nous. Et on a intérêt, franchement, on a intérêt. Alors justement, le Premier ministre ivoirien a parlé de ces stratégies à mettre en place pour privilégier ces rapports, ces échanges commerciaux. Est-ce que c'est dans cette ligne-là que vous avez espoir que les choses vont évoluer? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Nos États ont choisi l'économie libérale. Et l'économie libérale voudrait la libre concurrence. Et la contrainte derrière, c'est que lorsque l'État de Côte d'Ivoire veut passer une commande publique, on lui demande d'utiliser la voie de l'appel d'offres. Et quand il utilise la voie de l'appel d'offres, c'est tout le monde entier qui compétit. Nous avons dit qu'il faut trouver un moyen subtil et intelligent pour pouvoir introduire la notion de la préférence nationale. Parce que c'est difficile aujourd'hui pour un État de dire, au vu au-dessus de tout le monde, que moi je choisis des entreprises qui sont des nationaux pour mes travaux. C'est difficile de le dire à cause de certains engagements internationaux que nous avons pris. Mais nous conseillons à l'État de pouvoir faire l'effort. Il y a plusieurs solutions qui existent. Celui même qui a gagné le marché, on peut lui demander de pouvoir sous-traiter une partie des travaux qu'il a
celui qui a gagné le marché a forcément besoin de sous-traitants. Voilà, et pour l'instant, nous avons vu un peu trop de sous-traitance venant de l'extérieur en plus. Et donc, nous avons dit qu'il faut regarder ces choses-là de près pour voir dans quelle mesure on pourrait aider l'entreprise nationale à profiter des marchés publics qui sont passés. Et quand le Premier ministre dit et que promet que des efforts seront faits, on y croit. Et nous, derrière, je dis, c'est des choses comme ça qu'on essaie de leur proposer pour faire de la place à l'entreprise nationale. Et je crois que les gouvernants qui sont là, le secteur privé qui a parlé avec eux, et nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, il y a aussi cette convention qui a été signée entre les deux chambres. Exactement. Pour l'organisation en 2019 du Forum africain d'échange économique dénommé Africalia. Exactement. Alors, c'est un forum, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai évoqué tantôt, qui a lieu au Burkina chaque 2 ans. L'organisation étant quelque peu lourde, a lieu chaque 2 ans et les entreprises ivoiriennes habituellement participent à cette rencontre-là. Et les deux chambres se sont entendues pour dire bon, c'est un forum qui a un grand succès, c'est un forum qui voit la participation de entreprises de nos deux pays. Entendons-nous pour que, bon, de façon alternative, on fasse une fois chez vous, une fois dans un autre pays. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être mais dans un autre pays d'Afrique, et surtout d'Afrique de l'Ouest. Et vu que les relations avec la Côte d'Ivoire sont plus poussées, vu qu'il y a ce traité-là, il a été choisi de commencer la première fois que ce sera hors Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons signé pour ne serait-ce qu'encadrer un tout petit peu cette activité qui est extrêmement importante. Et c'est cette signature qui a eu lieu devant les deux premiers ministres. Et le faisant, nous les prenons comme témoins. Il y avait les deux premiers ministres et il y avait les deux ministres en charge du commerce. Et nous les prenons comme témoins, mais aussi leur dit que nous attendons leur soutien pour que une telle activité puisse réellement réussir. Et ce que j'expliquais tantôt, c'était que lors de ces forats, l'État a un rôle à jouer. Déjà, quand une activité a lieu en Côte d'Ivoire, la sécurité et tout ce qui va avec est assuré par l'État de façon indirecte. Voilà. Mais on peut faire plus en facilitant la participation des entreprises qui en général ne peuvent pas payer le stand parce que bon, c'est un peu trop cher, ainsi de suite. On peut apporter quelques subventions, des aides qui permettent que, bon, écoute, on puisse faire de façon plus aisée ce genre de rencontres. Ok, donc toujours dans cette dynamique entre le dynamisme qui désormais lie ces deux chambres de commerce et d'industrie du Burkina et de la Côte d'Ivoire, le secteur privé s'en trouve forcément épanoui. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, alors pour dire exactement les choses, quand on dit secteur privé, vous savez que le secteur privé, quoi qu'on dise, est un peu multiforme. Nous sommes chambre de commerce et d'industrie, mais à côté, il y a le patronat, il y a d'autres organisations qui travaillent avec nous. Voilà, donc quand on dit secteur privé, c'est vraiment tout ça. Nous, de notre côté, nous étions là, la chambre de commerce qui était lead sur ces questions-là, naturellement, mais à côté de la chambre de commerce, il y avait d'autres organisations. De leur côté, c'était la même chose, pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà. Seulement, la petite difficulté, bon, peut-être qu'on évoquera ces choses-là après, mais le caractère un peu trop informel de nos économies est un peu gênant. Parce que les entreprises dont nous parlons, c'est des entreprises formelles, c'est-à-dire qui ont fait... Vous avez mis toutes ces questions sur la table. Oui, bien sûr. Nous avons demandé... Alors, nous-mêmes, Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, et moi-même particulièrement en tant que directeur des études, j'ai conduit des études pour essayer de comprendre pourquoi les entreprises hésitent à se formaliser. Voilà. Les entreprises ont peur des impôts. Et quand je dis que les entreprises ont peur des impôts, très souvent, ce n'est pas le fait même de payer l'impôt. Mais ils estiment que la procédure des impôts est un peu trop complexe. Aujourd'hui, vous et moi, malgré le niveau que nous avons, si nous créons une entreprise demain, nous ne devons pas des experts des impôts pour autant. Pourtant, chaque fois que vous vous trompez, on estime que vous voulez tricher. Et nous appelons ça la présomption de fraude. C'est-à-dire que tout ce que je ne fais pas bien, c'est que je voulais tricher. Et lui, sans même me dire, bon, monsieur Yao, désormais, ne faites pas comme ça. Mais bon, c'est des redressements que vous allez recevoir, c'est des amendes, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça fait peur à nos populations qui, en général, ne sont pas très instruites et qui, donc, ils font que ils ne voient pas l'intérêt de créer une entreprise et de subir les impôts, toutes les contraintes. Et donc, ils sont dans l'informel. Mais nous leur expliquons que l'informel a également ses défauts, de très gros défauts. C'est que dans l'informel, on n'est jamais efficace, en réalité, contrairement à ce qu'on pense. Dans l'informel, on n'est pas efficace, on utilise des technologies qui sont pas les meilleures, vous n'avez pas la confiance des banques.
vous êtes dans l'insécurité totale. Parce que je dis, quand vous travaillez dans l'informel, vous n'avez pas déclaré à la CNPS. S'il y a un accident, si vous allez à la retraite, y compris celui même qui tient l'entreprise. Voilà. Et donc, on a dit, c'est pas forcément la bonne façon de faire, que c'est vrai, vous craignez un peu les impôts. Mais pour l'instant, nous avons des oreilles assez attentives auprès des administrations fiscales. Parce que bon, en discutant avec eux régulièrement, nous leur posons ces problèmes. Et c'est vrai, ça avance également. Aujourd'hui, il y a des efforts pour simplifier les choses. Okay. Par exemple, aujourd'hui, on parle du e-impôt, de pouvoir payer l'impôt en ligne. Ça a l'avantage que vous ne croisez personne. Si vous ne croisez personne, il n'y a personne qui va vous raqueter. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des efforts qui sont faits par les gouvernants. Ça, il faut franchement le reconnaître. Voilà. Donc, on encourage les entreprises à se formaliser. La Chambre même offre des occasions de formation, les aides aux formalités administratives, ainsi de suite. Est-ce qu'au-delà, on peut pas aller plus loin avec les impôts, avec une fiscalité intermédiaire pour que ces entreprises informelles, là, le temps de s'aguerrir avant de devenir définitivement formelles? Oui, en fait, la difficulté, bon, moi je comprends, la difficulté est un peu stratégique, en fait. Parce qu'il ne faut pas encourager le monsieur à rester informel. Donc, il ne faut pas faire tout ce qui le rend confortable à rester informel. On lui dit, bon, il faut devenir formel, et voilà comment on le fait. Mais derrière, effectivement, la Chambre revendique un peu auprès des services des impôts de simplifier les procédures. Et ça, on doit dire qu'on a été entendu. C'est-à-dire, à l'époque, chaque fin du mois, une entreprise a un certain nombre de déclarations à faire. Et ces déclarations-là ont été réduites. Vous avez remarqué qu'à Abidjan, je ne parle pas pour eux naturellement, ils ont créé pas mal de centres des impôts pour se rapprocher des populations. Voilà, nous-mêmes en accord avec eux, ils font des formations aux chefs d'entreprise, ainsi de suite. Il y a encore des efforts. Nous-mêmes, nous le leur disons, mais il faut le leur reconnaître qu'ils font des efforts pour essayer de simplifier la vie aux entreprises. L'objectif de nos dirigeants, c'est de réussir l'intégration. Exactement. Ça part un peu de se creuser de le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les secteurs privés des deux pays ont un rôle à jouer dans cette intégration, justement? Oui, nous avons un rôle extrêmement important parce que ce qui détermine l'intégration en grande partie, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Le fait de pouvoir aller et venir. Des personnes d'abord, mais aussi des biens. Et ce que le secteur privé fait et qui va contribuer à cela, c'est que si j'ai fait des affaires au Burkina, si je vends au Burkina, si j'achète au Burkina, mais forcément, j'y transférerai des marchandises, donc je serai en train d'appliquer ainsi ce qui a été déterminé, qui est qu'entre nos deux pays, nous devons pouvoir commercer, nous devons pouvoir nous déplacer sans problème. Et sachez que l'installation, la répartition de la population sur une superficie donnée obéit beaucoup plus à des logiques économiques. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le sud est plus peuplé que le nord, mais naturellement au sud il y a plus d'opportunités, les gens sont plus là. Donc les secteurs privés jouent un rôle dans la répartition des populations, dans les échanges de populations, dans les déplacements de populations, dans les endroits où les populations s'installent. Ensuite, les politiques définissent les cadres, comme je l'ai dit tantôt. Les politiques ont défini les cadres en disant, bon, signons un contrat, des conventions qui disent que ma population peut aller chez vous sans qu'on le contrôle, il présentera juste sa carte d'identité, ainsi de suite. Mais quand on a fini d'écrire ça, il faut bien que la population, c'est juste un cadre qui a été créé. Si vous voulez, vous n'y allez pas, mais bon, ça restera lettre morte. Voilà. Et c'est le secteur privé qui met cela en pratique de façon concrète au travers des marchandises que je prends pour aller vendre de l'autre côté, que je prends chez lui pour envoyer chez moi. Et j'envoie mes cadres travailler chez le voisin, et ainsi de suite. Et parce que j'ai créé la richesse ici, et les gens viennent pour s'installer chez moi, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a un rôle extrêmement important. Mais aussi un rôle pendant qu'on planifie. C'est-à-dire pendant qu'on est en train de décider, il y a des problèmes qui se posent à nous et pour lesquels on fait des choix stratégiques. Et la vie du secteur privé est extrêmement importante. Et heureusement, nos États nous écoutent, comme je l'ai dit. On demande notre avis, donc bon, on donne notre avis sur les choix stratégiques des États. Pour rester collé à l'actualité, on va sortir un peu de nos deux pays, aller vers ces deux ensembles régionaux qui viennent de se rencontrer à Lomé. La CEDEAO et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, une volonté affichée, bien sûr, d'intégrer leur politique. Malheureusement, le volume des échanges ne représente que 2%. Bon, il y a... c'est la production qui est insuffisante pour l'instant, je veux dire. Parce que quand on parlait de 2%, je veux dire que ce soit en valeur comme en volume, je peux aller payer, pour prendre le cas du Burkina, peut-être des centaines de bœufs que je prends dans un camion, je viens.
Mais vous comprenez que quand je paye une seule voiture en France, le coût a déjà dépassé toutes ces centaines de bœufs que j'ai payés du Burkina. Donc quand on calcule après, on dit non, mais tes échanges avec le Burkina, ça ne représente rien dans tous tes échanges. Alors la difficulté majeure aujourd'hui, c'est qu'il y a des biens d'équipement qui ne sont pas produits sur place. Les biens en général qui ont une grande valeur ajoutée ne sont pas produits sur place. Et donc même quand on voudra échanger entre nous, ce ne seraient pas des biens qui ont une grande valeur ajoutée. Donc quand on met dans la balance, ça ne pèse rien. C'est-à-dire qu'il y a pris de grandes quantités de riz, de grandes quantités d'igname, de grandes quantités de bœufs. C'est rien du tout devant une télévision, devant une voiture que je paye, voilà, ainsi de suite. Donc malheureusement, ça devient encore faible. Donc moi, je pense que ces questions-là, si nous voulons... Et puis l'autre chose aussi qui n'est pas à ignorer, comprenez que quand vous êtes à Abidjan, aller à Paris est largement plus simple qu'aller à Douala. Voilà, à Paris, vous avez des vols chaque jour pour aller là-bas. Je ne suis pas sûr que pour aller au Cameroun, il y a des vols chaque jour. Voilà, donc tout ça contribue. Même le coût de ces billets aussi. Voilà, le coût de ces billets, ainsi de suite. Donc, vraiment, tout ça représente des entraves importantes. Mais au niveau de production de biens et de services, notre niveau, pour l'instant, n'est pas encore. Tant qu'on ne produit pas des biens d'équipement sur place, nos échanges demeureront faibles pour des raisons que j'ai dit. Parce que ce que nous importons a des valeurs plus élevées. Et donc, quand on compare avec les petites choses que nous échangeons, c'est vraiment difficile. Et en plus, parce que là, je parle de voyage, parce que les marchandises, en général, ne s'importent pas en avion. Ouais. Voilà, si je veux importer des choses du Cameroun à partir de la Côte d'Ivoire, c'est pas bateau. Voilà, c'est pas bateau. Aujourd'hui, même les lignes maritimes directes entre nos États n'existent quasiment pas. Voilà, je veux dire, c'est un opérateur d'un pays développé qui, dans le cadre de ses activités, passe par Abidjan et après il va passer par des passages, il prend la marchandise. Et qui des passages, il prend. Mais il n'y a pas une ligne de quelqu'un qui quitte Abidjan et lui, sa destination, c'est clairement Douala. Voilà. Et on n'en a pas non plus des rails. Quand vous allez en Europe, il y a des rails. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à fusionner des rails. C'est-à-dire des trains allemands qui vont rouler sur les rails français. C'est vraiment extraordinaire. Mais chez nous, on n'en a pas. On a ce rail de Abidjan jusqu'à Ouaga. Rien vers le Ghana, rien vers le Libéria, rien vers le Mali, et ainsi de suite. Voilà, donc ça fait qu'on est encore très, très faible. Pour le bien d'équipement, peut-être l'actualité nous apprend qu'on va bientôt monter les voitures en Côte d'Ivoire. Il y a une convention qui lie la société de transport abidjanaise avec, je crois, des partenaires étrangers. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est un bon début. Non, c'est une très bonne début. Alors moi, je voulais surtout parler des douanes. Les douanes ivoiriennes ou les douanes burkinabées. Est-ce que ces douanes-là ne représentent pas un frein dans les exportations, des échanges commerciaux, je vais dire? Non. Parce qu'on parle de part et d'autre, ils parlent que les douanes en Afrique de l'Ouest coûtent très cher et tout ça. Non. Pour la simple raison que dans la réglementation, un produit qu'on prend en Côte d'Ivoire et qu'on envoie au Burkina ne suit pas des droits de douane. Voilà, donc c'est vrai, derrière, les gens se plaignent un peu de tracasserie, mais officiellement, quand j'ai produit un produit en Côte d'Ivoire qui est d'origine ivoirienne et que j'ai réussi à le prouver et que j'envoie au Burkina, je ne subis pas des droits de douane. D'accord. Voilà, donc c'est pas la douane qui nous... pas de problème. Voilà, ensuite, il existe un régime douanier pour simplifier les importations du Burkina qui passent par le port d'Abidjan. C'est ce que j'ai appelé le TRIE, le transit routier inter-État. Alors, comment il fonctionne? Avant, il fallait donner une caution. C'est-à-dire, je suis burkinabé, j'importe une voiture qui arrive au port d'Abidjan, je mets une caution qui équivaut à la valeur de ce que je devais payer comme droit de douane. Ensuite, je vais à ma voiture et je donne la preuve que je suis sorti du territoire ivoirien avec mon véhicule. Et pour simplifier, donc, cette procédure-là, puisque pour cautionner, il faut avoir des ressources que vous immobilisez, ainsi de suite, il y a eu ce régime-là qui a été mis sur pied. Si bien que les cautions sont les chambres de commerce. C'est la chambre de commerce qui cautionne. Si donc vous traversez le territoire ivoirien en suspension des droits de douane. Seulement la chambre est caution, c'est-à-dire si vous avez dit que vous allez au Burkina, que vous avez disparu en route, c'est la chambre qui paye. Voilà, qui paye. Naturellement, des mesures pour ne pas que ça nous arrive, puisque nous avons fait la géolocalisation, on met un GPS sur votre voiture, on regarde et on s'assure que vous êtes vraiment sorti. Oui. Voilà, dans ce régime-là... On s'assure aussi que vous n'êtes pas revenu. Oui, on s'assure qu'il n'est pas revenu, que la marchandise est sortie. Okay. Et donc, ce régime-là permet aux Burkinabés de passer par le port d'Abidjan sans être gêné par quoi que ce soit. Voilà. Alors, prochain, vous voyez quand avant le prochain TAC? Alors, il y a déjà Africalia qu'il faut faire en 2019 au mois de février ou mars. Voilà, donc ce sera avant le TAC qui a lieu en général au mois de juillet. Et puis, il y a le rendez-vous en avril pour suivre, pour évaluer
Oui, il y a des rencontres qui sont prévues donc pour évaluer entre deux TAC l'avancée des dossiers. Voilà. Et puis nous-mêmes en tant que chambre de commerce et la chambre de commerce du Burkina, nous nous rencontrons dans certaines organisations telles que la CPCCAF, telles que la chambre de commerce régionale, la chambre de commerce de la CEDEAO et ainsi de suite. Okay. En tout cas, M. Yao, j'aimerais merci d'être venu nous éclairer ce dimanche à ce salon de Radio Côte d'Ivoire, parce qu'au sorti du TAC, il fallait qu'on tire un peu les enseignements. Exactement. Je pense que vous avez bien restitué ce qui a été fait à Yamoussoukro. Le secteur privé ivoirien et burkinabé à l'épreuve de l'intégration, nous avait expliqué comment y parvenir. Je voudrais, avant de nous séparer, vous permettre de conclure cette émission. Oui, je voulais, au nom du président Fama Touré, vous dire merci. Il avait voulu être là lui-même. Malheureusement, comme vous comprenez, il a un agenda très chargé, donc ce jour même il n'est pas à Abidjan et donc il n'a pas pu lui être. Il voudrait remercier d'abord la radio qui lui permet de pouvoir expliquer ces choses-là que nous faisons pour le bien-être des entreprises d'abord et des Ivoiriens. Il avait souhaité également que, autant que nous puissions organiser de telles rencontres, que vous puissiez donner de telles tribunes à la Chambre de commerce, n'hésitez pas à le faire, et que ce soit lui-même ou certains des collaborateurs qui désignera, comme il a fait pour moi aujourd'hui. Il est prêt vraiment à collaborer avec la radio pour vraiment faire comprendre un certain nombre de choses que la Chambre fait, un certain nombre de propositions que la Chambre a pour le bien-être des Ivoiriens, pour le développement des entreprises. Et je voudrais également vous dire merci vraiment pour ces émissions. J'ai apprécié moi aussi et que la prochaine fois nous puissions nous revoir. En tout cas, merci à vous. Mesdames, Messieurs, notre émission, notre invité répondait au nom de Germain Yao, directeur des études et de l'information économique à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, nom du président Fama Touré, des secteurs privés ivoiriens et burkinabés, à l'épreuve de l'intégration. Merci à Adama Bakaïko qui nous a aidé à piloter cette émission. Merci à notre consoeur Josiane Badé d'être venu et de nous avoir permis d'avoir M. Yao. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre numéro des salons de Radio Côte d'Ivoire.